Bonjour et bienvenue pour ce nouveau 7-8 Week-end, votre émission dédiée à vos loisirs et à vos sorties au sommaire. Un auteur et un illustrateur rambolitain sont à l'origine d'un ouvrage destiné aux enfants dans une ambiance de Noël. Leurs droits seront reversés à une association. Ce samedi, l'association des Amis de Raymond DeVos propose 2 spectacles pour petits et grands. Coups de pouce et jeux de mots sont au programme. Vous voulez mêler sport et découverte de Fontenay-le-Fleury? La course royale de dimanche est pour vous. 3 parcours sont proposés. Musique savante et burlesque de la Commedia dell'arte, c'est le savoureux mélange de Zani, le nouveau spectacle de l'ensemble Jeannequin. En résidence à la Meurice de Trappes, il sera sur scène ce week-end, un avant-goût préparé par Sephora Nameni et Camille Lambert. Loufoque, décalée et joyeuse, Zani est la dernière création artistique de l'ensemble Clément Jeannequin, formé depuis 37 ans. Il répète actuellement à la Meurice de Trappes ce spectacle fidèle à l'esprit de la troupe. Il tire son nom d'un compositeur de la première moitié du XVIe siècle. Il faut juste expliquer que le XVIe siècle, surtout la première moitié, est une période de liberté en fait. On a le droit de s'exprimer, on a le droit d'écrire la musique comme on veut, on a surtout le droit de mettre en musique des textes qui peuvent être parfois très grivois. On peut mettre en musique ce qui vous entoure, le chant des oiseaux. Et Clément Jeannequin est un compositeur qui a réussi à faire la synthèse de tous les courants musicaux de l'époque en mettant en musique des choses qui sont extrêmement colorées et variées. Du madrigal polyphonique mis en musique de la Commedia dell'arte et associant tous les arts, l'ensemble Jeannequin a souhaité moderniser et théâtraliser la mise en scène du spectacle pour que celle-ci reste compréhensible. Car à l'époque, le principe du concert n'existe pas. On a pris le parti pris dans tous les instruments et d'épurer au maximum la polyphonie pour que chaque personnage garde son identité. Donc des fois on s'amuse à imiter les instruments pour accompagner les personnages. Mais donc il y a 6 chanteurs là et 6 personnages pour que ce soit plus compréhensible. Zani est un opéra interprété en vénitien du XVIe siècle totalement a cappella. Sur scène, 6 hommes façon Marx Brothers, alternant rôles féminins et masculins, car à l'époque, peu de femmes étaient autorisées à vivre de la musique. Ce que j'ai essayé moi donc là de construire, c'est une histoire à partir de madrigaux différents. Voilà. Donc le défi était effectivement d'avoir une histoire qui se tienne, qui est chantée en italien, mais qu'en même temps que le public français pouvait comprendre du début jusqu'à la fin. Voilà. Donc c'est vrai que c'est très visuel aussi. C'est très burlesque, ça bouge beaucoup. Donc en fin de compte, c'était que visuellement, ça puisse le faire. Pour découvrir cette création artistique burlesque et très visuelle avec le célèbre contre-ténor Dominique Viss, rendez-vous à la Meurice de Trappes. Dans 2 mois, ce sera la période préférée des enfants. Je parle bien sûr de Noël. Cette période a inspiré Véronique Barbotin pour son ouvrage Petite histoire au pied du sapin. Avec nous aussi Michel Breton, l'illustrateur des histoires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Véronique Barbotin, ces petites histoires tournent donc autour de Noël et de l'hiver. Pourquoi ce choix ? Moi, je trouve que la magie de Noël, elle n'a pas d'âge. J'ai toujours aimé depuis que je suis petite et je trouve que c'est un moment magique pour les enfants et qu'il faut continuer à faire perdurer ça. Dans vos petites histoires, il y a aussi une forte présence de Rambouillet, de sa forêt. Vous êtes vous-même ramboulitaine, c'était très important ? Oui, parce que je pense qu'on a une chance énorme en vivant à Rambouillet de pouvoir allier le fait d'être pas loin de Paris et pas loin de Chartres et en même temps d'avoir la chance d'avoir une forêt, d'avoir la campagne et c'est vraiment quelque chose d'appréciable de pouvoir profiter de tout ça. Il y a toujours ce petit rapport aussi avec les animaux, la communion homme-animal ? Oui, parce que je trouve que pour les enfants, notamment, ça peut être un moment pour eux, quand ils ont des fois des difficultés de communication avec ou les adultes ou selon leur âge, des fois avec leurs copains, de pouvoir avoir des moments de complicité. Et avec l'animal, c'est vraiment quelque chose qui permet de rassembler les enfants et les animaux sans problème, même sans se parler, juste du regard ou du geste. Et justement, à chaque petite histoire, il y a aussi une petite illustration, et c'est vous, Michel Breton, qui en êtes l'auteur. Qu'est-ce qui vous a inspiré ? Eh bien, Véronique il y a déjà quelques mois, m'a proposé d'illustrer son livre. Elle m'a envoyé son texte, et je l'ai lu, et j'ai été très ému par la plupart de ces histoires, et ça m'a inspiré. Donc, j'ai essayé de trouver une cohérence entre mes dessins et puis ces histoires. Et je pense que j'y suis à peu près parvenu, parce que d'après ces dires.
Il y a une petite tendresse dans chaque dessin, on a l'impression d'être vraiment dans le monde des enfants. Tout à fait. Je pense en nous, on a tous encore une petite part d'enfants. Enfin, moi, c'est mon cas en tout cas. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai fait des nounours, en particulier sur la photo de couverture. Et on le voit aussi, il y a beaucoup de simplicité, c'est pour permettre aussi à l'enfant d'aller chercher par rapport à l'histoire. Oui, c'est ça, il fallait des illustrations qui soient à la fois représentatives du texte, mais à la fois qui soient simples. C'est pas la peine de chercher des complications, et c'est ce que j'ai essayé de faire. Vous le disiez, c'est Véronique Barbotin qui est venue vous voir, mais comment vous en êtes venus finalement à collaborer tous les deux? Eh bien, Véronique, voilà, moi il y a quelques années, en fait, je suis tombée par hasard sur une carte postale qui reprenait une des peintures de Michel, où il y avait 3 ours, dont 2 pour lesquels j'ai vraiment eu le coup de cœur, et je me suis dit, il faut absolument que je trouve le peintre qui dessine et qui peint des ours, parce que je trouve que c'est quand même assez rare. Et donc, en fait, j'ai découvert qu'on était après à l'association Arts et Lettres à Rambouillet tous les deux. Et donc, ça a été vraiment une occasion de pouvoir mieux connaître son travail, parce qu'il ne fait pas que des ours, loin de là. Mais par rapport au projet que j'avais de pouvoir faire un jour un livre pour enfants illustré, je trouvais que c'était vraiment l'illustrateur qui pouvait comprendre justement la tendresse des textes et puis le fait que chaque histoire a une fin heureuse. Et Michel, en fait, a bien compris ce côté aussi souhait que tout se finisse bien. Il y a eu beaucoup d'échanges entre vous, ou finalement Michel Breton a toujours trouvé le premier petit dessin qu'il fallait? Non, nous avons eu quand même quelques échanges, mais enfin bon, dans le principe, il n'y a finalement pas eu tant d'échanges que ça en fait. J'ai retouché quelques petites choses en fonction des commentaires de Véronique, mais bon, dans l'ensemble, c'était bien quand même. Vous étiez toujours en rapport à chaque petite histoire? Oui, je pense qu'on était à peu près sur la même longueur d'onde, voilà. On peut dire. Oui, parce qu'en fait, du coup, c'était vraiment que des petites retouches à faire. Mais déjà, sur la couverture, moi, j'ai eu le coup de cœur dès le départ. C'était vraiment les ours que je rêvais d'avoir sur une couverture. Et en termes d'histoire, c'est très très court, donc c'est adapté à partir de quel âge? C'est à partir de 6 ans. Il n'y a pas d'âge au-dessus, parce que je pense qu'on a vu qu'il y avait des parents et des grands-parents qui l'avaient lu au départ pour pouvoir le lire après à leurs enfants, puis finalement qui avaient bien aimé aussi pour eux. Et pour les plus jeunes, quand leurs parents leur lisent, justement, c'est pour ça qu'il y a des histoires de tailles différentes, mais qui restent courtes pour que ce soit facile à lire et agréable. Et il y a aussi une particularité avec ce recueil, puisque sur le 4e de couverture, ce que les lecteurs découvriront, c'est que vous avez choisi tous les deux de reverser vos droits d'auteur et d'illustrateur à Enfants Cancer Santé. Donc c'est une association qui finance la recherche sur les cancers des enfants. C'était important pour vous, n'est-ce pas, Michel Breton? Oui, enfin, quand Véronique, je reviens toujours quand Véronique m'a proposé donc d'illustrer, elle m'a effectivement parlé de cette association et tout de suite, pour dire, c'est la première fois que je faisais l'illustration pour un livre et du fait que c'était aussi pour faire une bonne action, faire une bonne œuvre, j'ai accepté tout de suite, bien sûr. Oui. Et vous aussi, Véronique Barbotin, il y a aussi l'idée de bonne action envers les enfants? Oui, parce que je pense que c'est un sujet qui n'est pas assez traité. En fait, sans tomber dans le côté triste des choses, s'il y a un constat, il y a à peu près plus de 1700 enfants par an qui sont atteints de leucémie ou de cancer. Et en fait, on a tendance encore aujourd'hui en France à penser qu'ils sont moins nombreux que ça et surtout qu'ils guérissent tous, et ce n'est pas le cas. Et je pense que du coup, une association qui a pour vocation d'aider à financer de la recherche sur la leucémie et le cancer, c'est vraiment encore d'actualité en France pour justement continuer à ce qu'il y ait un meilleur taux de guérison. Donc, petite histoire au pied du sapin, c'est à PGcom Édition. À propos de ce livre, Véronique Barbotin, vous serez présente ce dimanche au Salon des écrivains de Rambouillet pour le dédicacer. Donc, si vous voulez découvrir toute cette petite histoire. Merci à tous les deux d'être venus en plateau pour nous présenter cet ouvrage. Merci. Merci. On termine cette page littérature avec notre rendez-vous hebdomadaire avec le pavé du canal. Cette semaine, on parle économie avec Le Monde éclos et le désir infini de Daniel Cohen. Donc Daniel Cohen nous décline tout l'historique de la mise en place de la croissance et les différents échanges commerciaux, de la préhistoire jusqu'à notre époque contemporaine. Donc il vient définir tous ces échanges qui se sont mis en place
Et pour lui, les deux gros points d'inflexion de l'histoire, c'est surtout la création de l'agriculture, avec son explosion démographique. Et ensuite, ça a été la révolution industrielle et scientifique. L'auteur se pose la question de quelle sera la troisième révolution copernicienne qui viendra vraiment réformer notre mode économique de fonctionnement. Donc l'auteur prend le principe du modèle danois finalement comme solution à cette question et surtout comme adage et comme modèle de réflexion de plutôt la qualité que la quantité. À Saint-Rémy-les-Chevreaux, ce week-end, il sera question de coups de pouce et de coups de cœur au trampoline de la Dare. L'association des Amis de Raymond Devos propose 2 spectacles et pour en parler, nous recevons au plateau Claudine Guittet. Bonjour. Bonjour. Vous êtes membre fondateur de l'association. Oui, un des membres fondateurs. Un des membres fondateurs. Mais tout d'abord, on parle de trampoline. Pourquoi ? Alors, les trampolines, chacun sait ce que c'est. Ce sont des agrès sur lesquels on saute. Il se trouve que Raymond Devos, quand il était plus jeune, avait voulu, au Gala des artistes, présenter un numéro de trampoline. Et pour ça, il avait besoin de s'entraîner. Et donc, il avait fait venir un trampoline dans sa propriété, l'Ayera. Finalement, le numéro n'a pas eu lieu. Je crois qu'il s'est fait mal. Mais cette idée de trampoline nous a plu lorsqu'il a été question de trouver un terme générique pour désigner le titre de ce spectacle qui revient annuellement, parce que c'est joli cette image faire sauter un artiste jusqu'aux étoiles. Voilà, c'est l'idée du coup de pouce. Et c'est vrai que la Dare, donc l'association des Amis de Raymond Devos, qui a vu le jour en 2007, un an après le décès de Raymond Devos, a pour but, d'une part, avec son coup de pouce, de propulser de jeunes talents qu'il aurait appréciés pour leur univers, pour la qualité de leur humour, et puis également de proposer au public saint-rémois des artistes confirmés, soit des artistes que Raymond Devos a connus, soit des artistes qu'il aurait appréciés s'il les avait connus, pour leur univers, soit des artistes qui interprètent ces textes avec un talent particulier. Justement, Raymond Devos, vous le disiez, il nous a quittés il y a maintenant 9 ans. Oui. C'était bien sûr un humoriste reconnu. L'idée de ces trampolines aussi, c'est le rire, le jeu à travers le mot. Voilà. Raymond Devos avait souhaité que soit créée une fondation, Raymond Devos, qui existe. Et l'association des Amis de Raymond Devos est une des forces d'appui de la fondation. Et c'est vrai que son désir, c'était de défendre l'humour, et un humour de qualité. Il faut savoir que Raymond Devos, quand même, il a créé une sorte d'humour qu'on ne connaissait pas. Cet humour, bien sûr, qui fonctionnait sur les mots, qui débusquait l'absurde, mais cet humour aussi qui était poétique, qui était clownesque, Raymond Devos, c'était un personnage de music-hall. Donc, la Dare s'ouvre à tout type de spectacle susceptible de correspondre à cet univers. Donc le rire, le coup de pouce, cette année, il est pour Marc Pitolesi. Avant d'en parler, je vous propose de regarder un extrait de son spectacle, l'étonnant Monsieur Ducci. Ouais. Pardon, mais ça non. And now, ladies and gentlemen, Mr. Ducci!
Alors, le visage de l'acteur parle peut-être aux gens quand même, puisqu'il joue dans Plus belle la vie. Oui. Et pourquoi vous l'avez choisi comme coup de pouce cette année? Alors, nous l'avons découvert au Festival des Deux-Vosges de l'humour, qui se tient tous les 2 ans à Monnet, dans l'Indre-et-Loire. Et dans ce festival, il a eu 2 prix. Le prix du Deux-Vosges d'or et le Deux-Vosges du jury du jeune public. C'est un spectacle très visuel, époustouflant, sur un rythme effréné. C'est l'histoire d'un personnage qui est un balayeur. Et ce personnage cède à sa curiosité. Je ne vais pas vous dire comment, mais en tout cas, il se trouve propulsé dans son imaginaire. Il lui arrive des tas de choses hallucinantes. Il va redevenir fœtus dans le ventre de sa mère, et puis aussitôt après chevalier en colère, et puis bref. C'est très loufoque. Et c'est très loufoque, c'est très visuel, et ça correspond à ce côté visuel que Raymond DeVos aussi avait. Il y a aussi le coup de cœur. Alors, l'acteur est peut-être plus connu du public, peut-être surtout sa voix, puisqu'il était dans Le Fou du Roi de Stéphane Bern. Il s'agit de Vincent Roca. Vous pouvez me dire quelques mots? Vincent Roca, vraiment, bon, je pense que les gens qui ont écouté le Fou du Roi entendent encore sa voix, et ses chroniques qui étaient quand même des monuments d'agilité, qui étaient drôles, spirituels, vraiment, voilà. C'est un monsieur qui a connu Raymond DeVos, qui a eu un DeVos d'or aussi au Festival de Monnet, qui a eu le Grand Prix de Raymond DeVos de la langue française en 2011. Et ce monsieur, il a un humour qui est, dans ce spectacle Délirium très mince, l'équivalent, en mots, je dirais, de celui de Marc Pistolezzi dans... Il y a la scène, on va dire, il y a la mise en scène et puis le jeu de mots. C'est vraiment assez différent à ce niveau-là? Alors, c'est pas à ce point, parce que derrière Marc Pistolezzi, il y a quand même une histoire. Et derrière Vincent Roca et son univers complètement délirant au niveau des mots, il y a, enfin, c'est très construit, mais voilà, il y a quand même sa présence scénique qui est extraordinaire, son contact avec le public. Et ça ne se décrit pas, ça s'expérimente sur scène. Il faut le voir. Alors pour découvrir ces 2 artistes, direction l'espace Jean Renoir. Merci Claudine Guittet d'être venue en plateau pour nous parler des trampolines de la Dare. Merci beaucoup de m'avoir reçue. On continue ce 7-8 week-end, votre émission dédiée aux loisirs, aux sorties, avec la page cinéma. Les yeux d'Elsa ont eu un coup de cœur pour un documentaire. Il s'appelle Compostelle, chemin de vie. Il allie paysages magnifiques et spiritualité. Cette semaine, au cinéma Les Yeux d'Elsa, le coup de cœur, c'est un coup de cœur du mois. C'est le mois du film documentaire, le mois de novembre. Et du coup, on vous a programmé plein de documentaires, mais en particulier un qui nous tenait à cœur. Un film qui s'appelle Compostelle, le chemin de la vie de Freddy Mouchard. Compostelle, le chemin de la vie, c'est un film que nous proposerons pendant 4 semaines pendant le mois du film documentaire, mais aussi qui est important pour nous parce que nous recevons le réalisateur ce vendredi 6 novembre à 20h30. C'est un film qui vous parlera du chemin de Compostelle, évidemment, comme son nom l'indique, mais pas du tout comme un chemin de prière ou comme un chemin religieux. Il vous en parlera comme d'un chemin spirituel. C'est un très très beau film qui s'appuie vraiment sur les paysages, sur le trajet, sur la longueur du trajet du chemin de Compostelle, sur l'épreuve physique que ça peut représenter, sans jamais s'attarder trop sur des parcours de personnes. D'ailleurs, il n'y a pas vraiment d'acteur dans ce film, le chemin est le seul acteur, puisqu'en fait, toutes les randonneurs qui sont partie prenante du film ne sont là qu'en voix off, ne sont qu'entendus et jamais filmés. Et ça donne un film très très beau, du coup, très profond, sur la spiritualité associée au chemin de Compostelle, mais aussi et surtout sur la randonnée et sur le fait de marcher, et sur ce que ça provoque, autant intérieurement que psychologiquement, enfin physiquement que psychologiquement. Voilà, c'est donc vraiment une très belle découverte à découvrir tout au long du mois de novembre au cinéma Les Yeux d'Elsa et en particulier le vendredi 6 novembre en présence du réalisateur Freddy Mouchard. En vous espérant vous retrouver très nombreux et bientôt. Merci.
On continue à parler cinéma avec les films sortis cette semaine. Alors, ce qui vous a plu ou déplu, c'est au micro de Camille Lambert. C'est un film qui a été repris, un thème qui a été repris des tas de fois. Et là, ils en ont fait autre chose. J'ai trouvé ça génial. Ça m'a beaucoup plu. Le thème, c'est l'Exode, mais ce qui m'a vraiment plu, c'est l'histoire entre le père et le fils. C'est quelque chose qui n'a pas été traité par ailleurs. Et c'est vraiment un très bon film. C'est Tardy, c'est très bien, c'est toujours très bien ce qu'il fait. Très agréable. Les voix étaient très intéressantes. Notamment Jean Rochefort, très drôle. J'avais déjà vu d'autres films de cuisine aussi, mais celui-là, c'est un truc américain, donc on va dire qu'ils savent faire, mais comment dire, les cuisiniers, ils vont dévorer ce film-là, je pense. Oui, c'était assez représentatif de la cuisine. En plus, on est du milieu, donc voilà, on a apprécié. Il y a de l'humour, il y a de la tendresse, il y a de l'émotion. De temps en temps, oui, il y a des répliques qui sont drôles, amusantes. Et malgré tout, ça reste un film très sensible et plein d'émotions. Ce film m'a beaucoup plu et je vais en profiter pour le recommander à plusieurs personnes parce que vraiment, il est remarquable quoi, en fait. La bande-annonce, c'est ce format très court qui en général vous incite à aller au cinéma. C'est aussi un genre à part entière. Et le thème du festival Béaba, la première édition, se tient ce week-end à Bois d'Arcy. Le festival sera notamment présenté par Vincent Perrault, un animateur télévisé. Jean-Philippe Luce était l'invité de notre émission culturelle Kiosque, mercredi 4 novembre. On l'écoute. Pourquoi la bande-annonce? Parce qu'en fait, la bande-annonce, c'est un sujet qui n'est pas traité, ou très peu traité au niveau national. Il n'existe pas de festival sur cette thématique-là. Et c'est une thématique assez importante, puisqu'en fait, sans la bande-annonce, on n'a pas forcément envie d'aller au cinéma. C'est le premier pas vers le film. C'est ce qui nous attire, qui nous donne envie ou pas d'y aller. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cet entretien sur notre site internet. Alors, pour ceux qui voudraient consacrer leur week-end au sport, ce dimanche, c'est la 3e édition de la course royale. Nous a rejoint au plateau Philippe Grenier, qui est adjoint au maire délégué au sport de Fontenay-le-Fleury. Bonjour. Bonjour. Le départ sera donné dimanche à 10h de la pièce d'eau des Suisses à Versailles. Quel est le parcours de cette course royale ? Alors, le parcours, oui, comme vous le dites, c'est à la pièce d'eau des Suisses, devant la statue de Louis XIV, qui suivra ensuite l'allée des Mortemets. De l'allée des Mortemets, nous allons rentrer dans le parc du château de Versailles. Très beau moment pour les coureurs. Et ensuite, nous allons rentrer sur la plaine de Versailles pour continuer dans tout ce qui est plaine de Versailles. Et retour sur Fontenay-le-Fleury au gymnase Descartes, où sera l'arrivée. Donc en fait, vous alliez paysage magnifique de la plaine de Versailles et intérêt sportif. Tout à fait. Plus, voilà, les coureurs viennent peut-être pas pour la performance, mais également pour la beauté du paysage, qui est quand même au patrimoine de l'UNESCO, la plaine de Versailles, château de Versailles, et voilà, ils viennent beaucoup moins pour la performance. Voilà. C'est la 3e édition, on l'a dit. En général, vous avez du monde qui participe. La première édition, 213 coureurs. La 2e édition, nous étions à 510 coureurs, et à ce jour, nous sommes à 560 participants. Voilà. Une belle performance. Justement, c'est dimanche. En termes d'inscription, c'est encore possible? Jusqu'à demain, au gymnase Descartes, à Fontenay-le-Fleury, de 14h à 17h. Voilà, des inscriptions en direct. Mais il y a plusieurs parcours. Tout le monde ne fait pas la même chose. Un parcours de 10 km, deuxième parcours de 20 km, une marche nordique de 10 km, pardon, et cette année, une petite course enfant pour les enfants de 9-10 ans de 2 km. Voilà. Il y a aussi une particularité, toujours avec les enfants cette année, parce que vous avez été contacté par Dune d'Espoir. Voilà, tout à fait. L'association Dune d'Espoir, qui est une association avec des enfants handicapés, m'ont contacté pour pouvoir participer à la course. Cette année, il y aura 3 enfants en jolette qui seront accompagnés de coureurs. 2 enfants vont faire le 20 km et une jolette sur le 10 km. Voilà, c'est une belle expérience pour eux. Et voilà, les coureurs ne manqueront pas de les applaudir à leur passage. C'est important aussi pour vous de faire participer les enfants? Ah, tout à fait, c'est une belle initiative, c'est beau, c'est de voir leur sourire quand ils vont arriver sur la ligne d'arrivée. Voilà, je trouve ça magnifique. Et vous pensez réitérer l'expérience? Bien sûr, j'espère. Alors merci Philippe Grenier pour toutes ces précisions. Pour ceux qui seraient donc tentés par la course royale, vous pouvez toujours vous inscrire. Le départ, je le répète, sera donné à 10h ce dimanche. On termine notre 7-8 week-end avec le concours photo. Après les couleurs d'automne, un nouveau thème vous sera proposé. Écoutez Claude Chose, le président de l'Union régionale de la photographie.
Le prochain thème, écoutez, toujours sur le local, puisque c'est le but de notre intervention sur TVFil 78, c'est votre regard sur votre ville. Donc les photos seront toujours à déposer à l'adresse rédaction@tvfil.com et la date limite de dépôt des photos, c'est pour le 12 novembre. Donc à vos appareils, à l'heure actuelle, vous avez de très belles lumières, profitez-en pour montrer l'intérêt que vous avez pour votre ville. Le 7-8 Week-end est terminé, je vous remercie de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous à la semaine prochaine pour trouver encore des idées sorties et loisirs. D'ici là, je vous souhaite un excellent week-end.